Bonjour à tout le monde, déjà. Merci d'être présent à ma première interview. Je vais d'abord commencer par Maxime. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Maxime Timmerman, j'ai 25 ans, je suis président de Défi Jeunes, ancien vice-président de Défi. Je suis étudiant en bachelier en bio-ingénieur à l'ULB. Noah. Bonjour à tous, moi c'est Noah Bundoula, j'ai 19 ans, je gère le petit média Askip sur les réseaux sociaux et je suis aussi sur AliEx, bien entendu, en communication en B1. On peut commencer l'interview maintenant. Je vais commencer avec ma première question. Avec les résultats de 2024 qui ont montré un basculement des forces politiques, pourquoi proposer maintenant cette réforme? Et est-ce que ce n'est pas une réponse au changement sur la scène politique bruxelloise? Et bien en fait, on en reparle maintenant, mais on l'avait déjà proposé lors d'une conférence de presse il y a environ plus d'un an. Donc Défi avait présenté un plan clair pour Bruxelles, donc, qui faisait partie de notre programme. Et donc dans ce plan, on avait du coup la réduction du nombre de députés, le rééquilibrage un peu du poids des votes bruxellois, qui était pour nous en fait, une mesure essentielle pour un gouvernement efficace à Bruxelles. Donc c'est pas vraiment une réponse, c'était justement une position qui était un peu proactive parce qu'on sentait très bien que on y allait arriver et que du coup, si on avait mis ça en place, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on vit maintenant. Donc aujourd'hui, on est à 154 jours, 154 jours après les élections. Et ben, en fait, la formation du gouvernement fédéral n'a jamais pris autant de temps. On est plus habitué du côté du fédéral à ce que ça traîne, que ça prenne du temps, mais au niveau bruxellois, c'est assez inédit et quand même un peu préoccupant. Le blocage montre vraiment qu'il est nécessaire de repenser toutes nos institutions bruxelloises afin d'assurer un fonctionnement plus optimal qui permet en fait de répondre à tous les problèmes qu'on vit à Bruxelles. Récemment, on a pu entendre que le président bruxellois et maire disait qu'il allait commencer les négociations pour le gouvernement, pour la COCOF, 5 mois après les élections, et qui met également la pression du côté néerlandophone pour qu'il puisse former un gouvernement. Je dis, OK, c'est très bien, mais il pourra faire autant de pression qu'il veut, mais actuellement, avec nos institutions, si du côté néerlandophone, il n'y a pas de gouvernement, du côté régional, il n'y a pas de gouvernement non plus. On est obligé d'avoir un gouvernement des deux côtés. On ne peut pas avoir un gouvernement unilatéral et ce n'est pas une option. Il faut du coup assurer un accord du côté néerlandophone pour en avoir cela, pour avoir un gouvernement. Et sans cela, Bruxelles n'a pas de gouvernement. C'est comme ça. Et chez Défi, on veut justement simplifier tout ça. On veut doter Bruxelles en fait d'une institution beaucoup plus souple, plus malléable et surtout adaptée, capable de répondre aux défis d'une capitale qui est en pleine évolution. Euh, on croit fermement que cette réforme est une étape nécessaire et surtout la première étape d'une vision à long terme pour faciliter les institutions et l'administration bruxelloise. Je voulais savoir par rapport à cette mesure, donc tu as dit que vous avez déjà à Défi proposé cette mesure lors d'une conférence de presse en 2023. Par contre, lors de la campagne, je l'ai pas beaucoup, enfin, j'ai pas beaucoup entendu parler de cette mesure. Est-ce que vous en avez vraiment parlé ou pas du tout? Ah oui, oui, ça faisait partie de notre campagne. On était vraiment, en fait, cette conférence de presse amenait un peu le début de la campagne de défi sur la région bruxelloise. De un, justement, assurer du coup la réduction des députés. En tout cas, ça avait vraiment fait partie de notre campagne. Sauf que voilà, au vu des moyens que d'autres partis avaient, c'est vrai que Défi, qui est un plus petit parti, n'avait pas les mêmes moyens pour se faire entendre, en tout cas, en tout cas, assez se montrer sur ce sujet-là. Mais en tout cas, oui, oui, c'était un sujet qu'on utilisait pendant la campagne. Ok, très bien. Alors, dans un contexte où les partis comme le Vlaams Belang ont renforcé leur position, comment rassurez-vous ceux qui craignent que cette réforme affaiblisse la représentation de la communauté néerlandophone à Bruxelles? En fait, je ne pense pas qu'elle va affaiblir en fait, ces communautés. Elle va juste la rendre équitable. Il s'agit en fait de garantir que chaque voix à Bruxelles ait le même poids, tout en ne supprimant aucun droit à personne. Défi est un parti avant tout démocrate. On est surtout amené par des valeurs qui est de le respect de la démocratie et on veut qu'à Bruxelles, le plus simple principe de la démocratie fasse loi. Une voix, une voix, un vote. Ce qui n'est pas le cas à Bruxelles. Un élu, un candidat sur une liste néerlandophone a besoin de moins de voix pour être député qu'un candidat sur une liste francophone. Tout simplement parce que à Bruxelles, il y a cette question de représentation des néerlandophones. Et donc, on peut arriver à ce que des partis néerlandophones aient autant de députés qu'un parti francophone, mais avec des voix avec pas le même nombre de voix. Ce qui prouve clairement que le vote néerlandophone a plus de voix que le vote francophone, ce qui est du coup antidémocratique.
Et ça, c'est ce que Défi dénonce. C'est ça ce que Défi, en tout cas, veut, parmi les autres plans pour Bruxelles, veut en tout cas réglementer. Ce qui est assez ironique, c'est que quand on entend du coup certains partis crier un peu ou un peu être scandalisés de cette réforme parce qu'ils ont peur que du coup on réduise les droits, on ne réduit pas les droits, on les rend équitables. Contrairement à ce que eux font dans d'autres régions ici, donc par exemple en Flandre, avec d'autres minorités linguistiques, donc la minorité par exemple francophone. Le gouvernement flamand met clairement en place des directives pour réduire les droits des francophones. On peut rencontrer par exemple sur les questions des barrages à l'accès à l'immobilier, des suppressions des crèches francophones. Et leur dernière idée, c'est de vouloir supprimer les allocations familiales ou des aides financières aux parents non néerlandophones. Donc clairement, eux, ils souhaitent supprimer les droits. Donc d'un côté, nous, sur Bruxelles, on veut que tout le monde ait les mêmes droits, donc qui est simplement un équilibre. D'un autre côté, eux, les mêmes droits, ils veulent les supprimer. Ils veulent supprimer les droits à des minorités linguistiques. Donc quand eux sont majoritaires, ils veulent supprimer les droits aux minorités, mais quand eux sont minorités, ils veulent plus de droits que la majorité. On voit vraiment qu'il y a une ingérence dans leur politique. Et, euh, et surtout, un autre point également qui est important, c'est que dans ta question, tu parles du Vlaams-Belang. Je pense qu'ils sont renforcés à Bruxelles. Mais si tous les partis, néerlandophones ou francophones, avaient le même poids, on n'aurait clairement pas cette force de l'extrême droite qui est surtout présente du côté néerlandophone. Donc des partis comme le Vlaams-Belang ou comme par exemple la Team Fouad qui a un grand score aux élections là maintenant régionales, ils n'auraient pas eu ce même poids vu qu'ils auraient été sous les mêmes règles des francophones. OK, très bien. Juste, peut-être, avec la manière dont fonctionne le gouvernement bruxellois, c'est un petit peu, en tout cas c'est mon impression, comme si on veut dire qu'il y a les droits des francophones, enfin des Bruxellois francophones et les droits des Bruxellois néerlandophones. Est-ce que tu trouves cela intelligent dans la mesure où je pense, et beaucoup pourraient le penser aussi, je pense que qu'on soit néerlandophone ou francophone, à Bruxelles, tout le monde a les mêmes, enfin les mêmes envies, je pense. Peut-être que c'est pas la même chose au niveau national, mais au niveau régional, au niveau de Bruxelles. Voilà, tout le monde vit dans la même ville et je pense que tout le monde a les mêmes envies. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On est du coup deux gouvernements différents. Pas du Oui, c'est coup deux ça. gouvernements, donc Kokov et pour le côté néerlandophone alors. Oui. Bah, en fait, c'est justement, parce que enfin, voilà, moi je me porte à l'idée de défi, c'est que ces deux parties-là pourraient très bien être attribuées aux communautés, donc que ce soit la communauté fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté flamande. Ça pourrait vraiment être supprimé, et pour avoir justement, des réductions financières, mais surtout une réduction administrative. Comme tu l'as dit, à Bruxelles, vraiment ce clivage néerlandais francophone, néerlandophone francophone n'est plus très présent. Clairement, il y a une question de peur que par rapport à la culture, parce que voilà, la culture bruxelloise, c'est une culture bilingue, le langage bruxellois et interfère des mots des deux langages. Donc je pense qu'il y a une importance de pouvoir maintenir la culture, mais ça, voilà, je ne pense pas que les partis francophones auront cette volonté que les dirigeants, par exemple, flamands, au gouvernement flamand, pour réduire des cultures qui sont en minorité. Et c'est justement, on veut limiter cette perte de culture et justement la mettre en avant. Donc clairement, pour moi, je pense que ce n'est pas une idée vraiment très... Enfin, je comprends un peu plus l'idée en quoi c'est utile d'encore avoir ces deux gouvernements, enfin, voilà, ces deux gouvernements distincts. Pour moi, il faudrait justement les fusionner parce que ça pourra vraiment amener beaucoup plus de simplicité dans les institutions bruxelloises. D'ailleurs, par rapport à ça, j'aurais une question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'ailleurs pourquoi il y a ces deux gouvernements En fait, dans Bruxelles même? d'accord, donc ça fait au fur et à mesure des réformes de l'État, mais comme Bruxelles est une ville de base bilingue, on sait quand même que Bruxelles est de plus en plus francophone. Je pense que je ne me souviens plus des chiffres exactement de le taux de francophones par rapport aux néerlandophones, mais le nombre de néerlandophones à Bruxelles est de moins en moins. Et donc c'est pour s'assurer en fait qu'il y ait une certaine représentation néerlandophone. Et sachant qu'ils étaient minoritaires, il y a eu du coup cette volonté de vouloir leur donner un peu un surdroit, du coup de leur autoriser d'avoir moins de voix pour être élus, pour s'assurer qu'ils soient représentés. Mais il pourrait très bien faire comme ce que par exemple les francophones le font en périphérie bruxelloise, c'est-à-dire que tous les partis francophones se mettent sur une et même liste pour avoir plus de poids politique. C'est ce qui s'appelle du coup la liste UF, Union francophone, une liste que moi j'ai menée en tant que tête de liste aux élections régionales là maintenant en 2024. Il pourrait très bien faire la même chose à Bruxelles, mais voilà, au niveau du gouvernement, quand les différentes réformes de l'État ont été mises en place, les gouvernements préféraient cette option-là qui est vraiment antidémocratique. Ok, merci pour cette question. Maintenant, on va passer à part Nora, tu as une question peut-être? Non, je n'ai pas de questions, je pense qu'on peut enchaîner sur la troisième.
Ok, parfait. Du coup, la troisième question est, les résultats des élections ont démontré une fragmentation politique. Comment prévoyez-vous de rassembler le soutien nécessaire pour cette réforme dans un climat aussi divisé? On peut parler, par exemple, qu'il y a un énorme clivage maintenant entre le MR et le PS dû aux animosités, par exemple, Ashkarbek, ou même Aforek, etc., même au sein même, par exemple, avec David Lester, chef du MR à Bruxelles, Ouais, et ouais. de Ahmed Laouch, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec les prénoms. Mais du coup, oui, pour l'instant d'ailleurs, le gouvernement bruxellois est au point mort. Le PS et les MR ne s'entendent plus. Comment amener cela maintenant, quoi? Bah, tout d'abord, clairement, bah, ouais, on voit vraiment que là maintenant, et depuis les élections communales, et surtout depuis ce qu'on a vu à Mons, avec le fait que maintenant il y a une majorité PTB, PS, écolo, on voit vraiment le MR très énervé, l'engagé également. De mon côté, moi je suis tout à fait, enfin, je comprends leur colère en disant que Défigène, par exemple, n'est pas non plus d'accord avec le fait de pouvoir s'allier avec un autre, avec l'extrême gauche. On est d'ailleurs sorti justement récemment en disant que peu importe l'extrême, les alliances ne devraient pas se faire ni avec l'extrême gauche ni à l'extrême droite, parce que même s'ils sont ouais, par exemple sur ce plan-là, même s'ils sont tous les deux dangereux, ce sont des idéologies différentes, que ce soit sur le côté social avec l'extrême droite, sur l'avènement, sur la haine, etc. Et du côté gauche, justement, bah, les règles, enfin, leurs lois interventionnistes dans l'État. Et voilà, parenthèse. Clairement, on voit vraiment que là maintenant, ben, le clivage va être encore plus compliqué et surtout que ben, au niveau fédéral, ça va être plus facile parce que le PS n'est pas dedans, mais au niveau bruxellois, ils vont devoir de toute façon pouvoir travailler ensemble. Il n'y a pas d'autre majorité alternative. Soit ils vont nous sortir à nouveau un PTB PS écolo à la région bruxelloise. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir être, ben, faire des concessions et devoir faire comme ça. C'est dans la politique, ça a toujours fonctionné, peu importe que ce soit genre qu'il y ait un problème dans une section, enfin, dans une localité, on doit travailler ensemble dans d'autres. Voilà, c'est quand c'est que les gouvernements fonctionnent, c'est des concessions. Donc, avant, en tout cas, avant les élections, j'avais quand même un peu plus, j'y croyais plus. Je vais expliquer pourquoi pour après. Je pense que justement, dans un contexte politique aussi fragmenté, on doit en fait se retrouver derrière en fait une alliance et un consensus sur une réforme importante. Et je pense que justement, cette réforme va pouvoir amener quelque chose de positif à Bruxelles. Donc, on a bien conscience que rassembler tous les partis démocratiques autour en fait de cette réforme va être plus difficile que prévu. J'avais quand même foi avant les élections. Là maintenant, depuis, c'est compliqué. Un, entre les tensions, comme on l'a dit, entre PS et MM, par contre, le PS et le MR se retrouvent bien quand il faut faire voter une ordonnance sur enfin, sur le cumul des mandats, donc de le réautoriser. Donc, quand je vois leur démarche, puisque du coup, ben, genre, qui va à l'encontre des principes de bonne gouvernance et bah, avec la réintroduction du cumul, je me demande vraiment, je me pose vraiment de la question sur leur intégrité, leur volonté réelle de renforcer en fait cette transparence et la représentativité en tant que député bruxellois. Mais surtout, en fait, ce que nous, on ne comprend pas, ce qu'on a peur, c'est que notre proposition, c'est pas une division, c'est pas une attaque, c'est au contraire justement une opportunité d'avancer ensemble pour le bien de Bruxelles. C'est un projet positif, c'est un projet qui sera un énorme pas en fait dans nos institutions qui vont apporter plus d'efficacité et surtout en fait qui vont renvoyer un message fort de modernité et de transparence. Mais par contre, s'il y a bien une chose qui va être difficile avec cette réforme, c'est qu'elle implique un consensus, une concession, c'est que certains députés ben, se verront perdre leur siège. Car évidemment, vu qu'on passe de 89 à 60 députés, 29 députés vont devoir dire au revoir à leur siège. Défi est prêt à le faire. On est prêt à encore avoir moins de députés, mais est-ce que les autres voudront bien le faire? Est-ce que cette réforme, en fait, elle va surtout appeler aux responsables politiques à montrer vraiment leurs engagements envers l'intérêt général? Est-ce qu'ils vont montrer un intérêt pour Bruxelles ou justement faire la fine bouche et ne penser qu'à leurs intérêts à eux? Donc c'est un peu un ultimatum, enfin, c'est un peu une proposition en disant que voilà, est-ce que vous êtes prêts à travailler et à essayer en tout cas d'amener Bruxelles sur un meilleur plan, ou bien est-ce que vous vous assurez de garder le nombre de sièges, ben, de garder un certain nombre de députés pour ne pas avoir peur de perdre leur siège? Hmm. Ah, c'est sûr que, en parlant comme ça, perdre des sièges, perdre des députés, surtout pour certains, en sachant bien évidemment que le monde politique est rempli de gens qui ont besoin justement de cette place de député, ça sera assez compliqué. D'ailleurs, tu as parlé
du décumul des mandats. Est-ce que tu pourrais mieux nous en parler pour expliquer peut-être aux gens qui connaissent pas, qui pourraient Donc, s'intéresser? c'est ça. Donc, en fait, ça a été c'est une ordonnance bruxelloise qui a été mise du coup sous la dernière législature avec Bernard Clairfailly qui était le ministre des pouvoirs locaux. C'était qu'en fait, on ne pouvait pas du coup cumuler un poste en tant que député en poste échevin ou bourgmestre. C'est du coup quelque chose qui était mis en avant via des films parce que voilà, on prône la bonne gouvernance. C'était que justement, on pense que en tant que politicien, on ne devrait pas cumuler des deux postes en tout cas avec un certain pouvoir. Donc, soit que ce soit député ou en tout cas un pouvoir exécutif au niveau local en tant que échevin ou bourgmestre, pour assurer un meilleur souffle au sein des différents parlements et du coup conseillers communaux, enfin, les conseils communaux, parce que justement, on aurait du coup une personne qui sera à fond en tout cas pour son job de député et une autre personne qui le sera également pour son travail d'échevin ou de bourgmestre. Et de pouvoir justement séparer ces deux jobs qui devraient vraiment être faits à 100%. Et du coup, si je comprends bien, PS et MR, même si maintenant ils se sont un peu disputés, hein, Mhm. il Faut bien le dire, ils sont bien il faut discutés. se Ouais. le dire, hein, ils se disputent Oui, pour l'instant, ça c'est sûr. sont quand même d'accord sur le fait il faut garder des députés. Attends, tu peux répéter la dernière partie de ta question? Du coup, je répète, le MR et le PS se disputent maintenant, mais ils Mhm. sont quand même d'accord sur le fait de garder des députés, c'est-à-dire que ne pas réduire le nombre de députés. Ils ne se Mhm. sont pas encore, en tout cas, prononcés sur nos propositions, du coup, de réformer un peu les institutions bruxelloises. Mais en tout cas, en termes de cumul de mandats, là-dessus, ils sont exprimés en disant que, ouais, ils allaient apporter une ordonnance visant justement à refaire un pas en arrière sur les questions de transparence, de bonne gouvernance et de démocratie. Voilà, eux, ça leur dérangerait pas, si je comprends bien, que un bourgmestre soit en même temps bourgmestre d'une commune, puis ministre de ça, puis autre chose, C'est enfin, ça, qu'il ait plein de exactement. mandats pour avoir enfin, pour avoir un salaire qui, au final, va augmenter aussi, Ouais, et oui, voilà. aussi. Ouais. Mais voilà, est-ce que c'est vrai, d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment étonnant d'avoir cette proposition de ces deux partis, sachant que du côté PS, l'un pourrait être bourgmestre à Koekelberg, du côté MR, l'un pourrait être bourgmestre à Watermal. Donc voilà, on voit également que ces deux personnages pourraient être des ministres, l'un ministre-président ou l'autre ministre d'autre chose, et pour être également bourgmestre. Donc, soit ils le font, comme ce que par exemple on a fait avec des filles où c'était Bernard Clairfailly était bourgmestre à Schaerbeek, mais a laissé Cécile Jodogne être bourgmestre en faisant fonction. Comme ce qu'on a fait par exemple à Ouderghem également. Didier Gauzoin était nommé bourgmestre, mais c'est Sophie De Vos qui est devenue bourgmestre en faisant fonction et qui maintenant est bourgmestre. Donc voilà, c'est une simple question, c'est que simple bonne gouvernance, on ne peut pas cumuler, on ne peut pas être et ministre et bourgmestre. Ça prend tellement un taf important. Voilà, il y a une autre personnalité politique. Je me demande vraiment comment est-ce que Maxime Prévost arrive à faire président de parti, député et bourgmestre. C'est vraiment un taf incroyable. J'aimerais vraiment pas être son agenda, quoi. Donc, donc voilà, Engagé dans sa fonction de Marine Prévost, on n'oublie dans pas. ses fonctions. Oui, dans ses fonctions. Faut préciser. Mais voilà. Ah là là. Ah, on a bien Noah, je te compris laisse. l'ironie là-dedans, hein. On a bien compris, on a bien compris. Là, ça, Bon, c'est la sauce sur mise. Noah, je te laisse. bien sûr, on continue avec la quatrième, si je me trompe Ouais. pas, c'est ça? Alors, que répondez-vous aux critiques qui pensent que cette proposition pourrait créer plus de tensions et plus de déséquilibre dans une Belgique déjà polarisée avec les résultats récents? Justement, moi, je pense qu'elle va faire exactement l'inverse. Parce que voilà, on parle de tension. Là, actuellement, on a une énorme tension au niveau de Bruxelles parce que suite à cette obligation d'avoir ces deux gouvernements, on n'a pas de gouvernement. Donc, imaginons, on avait mis déjà ça en place il y a quelques années, on aurait notre gouvernement bruxellois qui serait déjà mis en place. Mais s'il y a bien une tension que je pense qu'il faut absolument rétablir et que je pense que cette réforme pourrait déjà faire un premier pas, c'est la tension qui existe entre le monde politique et le citoyen. Aujourd'hui, on demande aux citoyens en fait de faire un effort financier, de serrer la ceinture. On se souvient également pour les étudiants le accrochez-vous, qui est mal passé, qui est compréhensible, alors que nos institutions politiques restent vraiment, et au plus je suis en politique, au plus je le remarque, vraiment beaucoup trop coûteuses. Et parfois même déconnectées en fait, de la réalité. Et donc, je pense qu'il est impératif en tant que jeunesse politique de sensibiliser, et du coup de certains partis également, en tant qu'élu, de montrer l'exemple. Donc, cette réforme contribuerait, en plus de, une simplicité et une efficacité en termes d'institutions politiques, surtout à alléger le coût de la politique des Bruxellois.
Imaginons, on prend juste l'exemple des salaires. En 2021, le salaire d'un député bruxellois, c'était sur l'année 133 000 euros bruts par an. Avec une réduction de 29 sièges, on arriverait donc, en prenant uniquement le salaire en compte, à une réduction de 3 857 000 euros. Donc, mais de ça, ce chiffre n'inclut pas évidemment les frais de fonctionnement administratif associés aux organes comme la COCOF et comme le Landsgemeenschapscommissie, qui évidemment bénéficieraient aussi en fait, de cette rationalisation. Parce que moins de députés, ça fait également moins d'attachés parlementaires, donc ça va vraiment réduire quand même pas mal de coûts. Et en fait, ces économies sur la gestion bruxelloise pourraient en fait renforcer notre capacité à investir dans les priorités que les citoyens attendent. Les questions de l'emploi qui a déjà bien augmenté sous le régime sous le ministère de Bernard Clairfailly, les questions sur mobilité, la propreté, les infrastructures, c'est des choses que les citoyens attendent et vraiment ils veulent du changement là-dessus. Et donc en ayant justement des économies, on aurait cet argent-là qui est investi, qui serait du coup investi dans des salaires de plus de députés, dans les salaires de justement d'autres ministres, parce que il y a quand même les ministres également de la COCOF, etc. En fait, on pourrait justement les remettre sur des choses que les Bruxellois attendent. Et donc notre but derrière tout ça, en fait, c'est juste de moderniser les institutions pour créer une Bruxelles surtout plus forte et plus unie, avec une institution qui incarne véritablement les valeurs démocratiques et surtout la multiculturalité que Bruxelles représente. Et donc, c'est vraiment en fait, une occasion de bâtir un nouveau pouvoir politique, surtout plus transparent et plus démocratique, et qui soit au cœur de nos actions pour le bien évidemment de tous les Bruxellois, que ce soit néerlandophone, francophone. Parce que moi, je le sens très bien arriver, et à mon avis, c'est comme ça que ça va se faire. Si on supprime justement cette représentation distincte de francophone et néerlandophone, les partis frères vont se mettre ensemble, comme au communal et comme aux élections fédérales. À Anderlecht, on avait une liste à 4 partis MR, CDNV, engagés, OpenVLD. Je pense qu'il y avait également PS Vorut. Et on l'a vu aux élections fédérales. Tous les partis frères étaient mis ensemble. Il y a uniquement un parti qui est unitaire. Là-dessus, c'est le PTB-PVDA qui est toujours unitaire en fonction de son néerlandophone ou francophone. Mais voilà, à Bruxelles, on l'a vu, l'élection fédérale, c'était tous les partis frères étaient ensemble, élection communale également. Sauf à Schaerbeek où l'Open-VLD avait rejoint la liste bourgmestre. Mais c'est tout. Et justement, est-ce que pour Bruxelles, tu trouves pas que ce serait logique que les partis frères se rejoignent? Bon, sauf pour les coalitions à 4 partis. Là, si on commence à avoir des CDNV, CDNV les engagés, MR Open VLD ensemble, non, là on parle bien des partis frères, donc MR Open VLD, CDNV les engagés, même si les engagés se disent plus chrétiens. Donc, est-ce que tu penses que ce serait... Bon, voilà, on va pas débattre là-dessus. Voilà. Mais On va rien donc, dire, du on va rien dire. coup... Mais du coup, voilà, est-ce que Écoute, tu penses que ce serait plus logique que, au lieu qu'il y ait toute cette représentation francophone, néerlandophone, que voilà, maintenant, pour les élections, il y ait les libéraux, les socialistes qui se mettent ensemble et qu'il n'y ait pas d'association de partis bizarres pour les régionales, contrairement mais aux communales. je pense que c'est plus logique parce que justement, ça assurerait en fait, ça peut également assurer avoir une certaine représentation néerlandophone sur les listes, en fait, tout simplement parce que vu qu'avec les partis frères, ils seront peut-être bien placés, les accords entre différents partis se feront comme ça. Mais déjà, on n'arriverait pas à ce ridicule au fédéral où on a vu à Bruxelles que tous les partis frères étaient mis ensemble. Mais jusqu'à maintenant, le MR et l'OpenVLD avaient fait liste commune à Bruxelles, mais l'OpenVLD était rejeté dans l'opposition au fédéral. Pourtant, ils étaient mis ensemble. On n'aurait déjà pas ce cas-là. Bon, là, maintenant, l'OpenVLD va peut-être revenir, mais voilà. Donc, je pense que ça serait plus logique, en fait, d'avoir ces partis frères qui seraient mis ensemble comme au communal. Ils se retrouvent sur une même thématique. Et puis, de toute façon, les stratégies souvent plus locales sont moins clivants qu'au niveau régional et fédéral. Donc, je pense que oui, ce serait plus intéressant de les voir, en tout cas, de voir une liste OpenVLDMR, engagée CDNV. Et puis, surtout, ça pourrait les confronter certains partis à certains discours en disant oui, voilà, nous ne sommes plus un tel, mais nous nous associons quand même avec un parti comme ça. Ça pourrait surtout avoir une certaine forcer un peu de développer leur discours. Bon, bizarrement, je vois de quelle partie tu veux parler, mais soit. Là encore, je vais rien dire. Je pense qu'il y a encore une 5e question à Jérémy, n'est-ce pas? Ouais. À part si tu as une question. Moi, ça va. Tout va bien. Ok. Justement, en parlant de jeunesse, ma seconde question se porte sur ça. Les jeunes électeurs ont joué un rôle clé en 2024. Comment Défi Jeunes prévoit-il de les impliquer et de rendre ce débat sur la présentation politique pertinent pour eux? Et en fait, l'ambition de DPUN, ça a toujours été de faire un programme basé sur, en tout cas, qui se nourrit d'échanges
et d'idées en fait un peu du terrain. Donc, que ce soit via l'organisation d'événements, en tout cas d'être sur place et d'être en contact avec des activités de jeunesse. Donc, c'est simplement, en tout cas maintenant, chez Défi Jeunes, c'est simplement la façon d'y arriver que nous allons en fait modifier. On va en fait continuer à multiplier en fait, les espaces de débat pour les jeunes, pour qu'ils puissent en fait partager leurs préoccupations, leurs perspectives et surtout en fait, leurs idées, que ce soit membres ou non. On va vraiment créer des organisations de débat où des membres extérieurs à Défi Jeunes peuvent venir débattre, peuvent venir justement discuter et en fait un peu être confrontés à d'autres avis également. On va évidemment continuer à être présent sur d'autres secteurs. Donc je pense que un des meilleures occasions en fait, pour les jeunesses politiques, que ce soit Défi Jeunes ou pour d'autres, c'est d'être présent à des débats. Il y a une plateforme qu'on appelle Apprenti Citoyen, où en fait chaque organisation de jeunesse politique est invitée à venir débattre dans des écoles face à des élèves de 5e ou 6e secondaire. Et justement, c'est l'occasion on présente d'abord les idées de Défi, nous de Défi Jeunes et d'autres de leurs idéologies politiques, et après de pouvoir discuter seul à seul avec eux, de pouvoir discuter. Voilà, donc, ils nous font un retour en fait sur les échanges, sur les débats qu'on a eus, et c'est ce qui en fait est le plus enrichissant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est multiplier ça, multiplier les débatteurs et surtout former en fait nos jeunes, nos membres jeunes, à pouvoir y assister, mais également de pouvoir être à l'écoute et de pouvoir assurer d'être toujours présent et d'entendre ce qu'ils ont apporté. Autre chose, ça va être aussi je pense que s'il y a bien quelque chose qu'on a remarqué, c'est que ces dernières années, en termes d'action politique, les jeunes sont quand même assez motivés et militants. Pas tous, mais comme on voit par exemple les différentes manifestations qu'il y a eu, un pour les marches du climat il y a quelques années, il y en a eu une tout à l'heure ici à Bruxelles, les marches concernant justement le décret paysage, ça j'en parlerai après. Mais cette jeunesse-là était quand même présente et on l'a surtout entendue lors de la campagne précédente. Mais c'est justement là où il y a un point important, c'est qu'on les a entendus pendant la campagne. Moi, mon objectif en tant que président de Défi Jeunes, en tout cas avec mon OJ et avec l'équipe du conseil d'administration de Défi Jeunes, c'est toujours garder cette partie qui était intéressée et qui était présente lors de la campagne, mais la garder sur du long terme. Parce que les prochaines élections, c'est dans 5 ans. En 5 ans, il peut vraiment passer beaucoup de choses. Et on réalise certaines choses maintenant, c'est que, vu que la majorité en fait, de nos concitoyens et des jeunes ne s'intéressent uniquement, en tout cas, s'intéressent à la politique que pendant les élections pour s'assurer de pour qui on va voter, etc. Et en fait, ils ne font pas attention à ce qui se passe pendant ces élections. Et donc, un bête exemple, Askip en a parlé, c'est la réduction en fait, de nos heures en tant que job étudiant. On va repasser de 600 à 475 heures. Et en fait, si on était au courant de tout ce qui s'est passé, on l'aurait réalisé qu'on savait que c'était pour une période de 2 ans. Et on réalise que maintenant, un autre bête exemple, c'est le décret paysage. On savait très bien où on allait amener. Et on était justement, c'est à chaque fois qu'on est pied au mur, qu'on est face au mur, qu'on se dit, bon, maintenant on va bouger. Je fais non, il faut justement assurer que les jeunes soient mis au courant et soient actifs en politique, en tout cas actifs dans l'intérêt politique et en tout cas de se garder informé. C'est pour ça que je suis très content que vos deux médias, vous faites vraiment bien, de pouvoir assurer en fait que les jeunes restent au courant de la politique et de s'assurer que si, imaginons, il y a 2 ans, vos médias existaient et qu'on aurait pu parler en fait de justement, voilà, on va augmenter, mais en fait, ils disent que pendant 2 ans, on va augmenter de 6 jusqu'à 600 heures, et après, t'inquiète, on va enlever 20% de vos heures, mais ça va aller. Moi, maintenant, à la fin de l'année, il me reste 3 heures. On va m'enlever 125 heures, je ne sais pas comment je vais pouvoir commencer à payer mon code, mes études, etc. Et donc, si, imaginons, on avait pu faire ça, on aurait dit, non, écoutez, non, l'idée est bonne, mais militons plus, allons plus loin dans la position. Et c'est là où, justement, il va falloir vraiment faire un long travail sur les 5 prochaines années, parce que là, maintenant, les politiciens, ils ont 5 ans. Si les gens ne s'intéressent pas, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et puis, ils auront d'à nouveau des discours, mais non, on va vouloir changer. Et on aura juste un discours de campagne et on aura après à nouveau un discours d'élu. Et nous, ce qu'on veut assurer, c'est d'assurer les jeunes de suivre les politiciens et d'assurer de suivre la politique pour qu'il n'y ait pas ce changement de discours, que ce qu'ils avaient promis pendant la campagne, qu'ils le fassent également pendant le moment qu'ils sont élus. D'ailleurs, en parlant de jeunes, j'ai pu observer personnellement en tant que média sur Internet qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se disaient libéraux, qui justement ne se reconnaissaient plus dans la politique du MR, par exemple, du Mouvement Réformateur, qui est le parti libéral, enfin néolibéral plutôt, en Belgique. Est-ce que vous pensez que, même si droitarisation, c'est pas un mot français, mais bon, cette Ouais, mais c'est bon, je comprends. droitarisation du MR va faire que certains qui se sentaient plus libérales vont venir chez Défi?
Est-ce que tu penses que, par exemple, le défi pourra évoluer, euh, même défi jeunes pourront évoluer avec cette scission, entre guillemets, politique entre les anciens qui sont de plus en plus conservateurs et les jeunes qui sont de plus en plus, on va dire, progressistes? Ben écoute, déjà en termes juste pour défi, face aux deux dernières élections, défi va devoir retravailler sur une révision. Pour moi, cette révision, elle passera par la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle est engagée, elle est déterminée. Et surtout que les membres des jeunes avec qui j'ai pu, on a encore parlé dernièrement lors de l'élection américaine, on veut vraiment une approche qui est plus démocrate et qui aborde un libéralisme mais bien plus progressiste de ce qu'on peut parfois entendre dans la bouche de certaines personnes du MR. Et oui, effectivement, on le voit. On a vu des personnalités de Evert, de Skerbeek, ou voilà, commencer à se dissocier, même de Molenbeek, mais même des membres MR plus âgés, se dissocier en fait du discours. Et donc là, on va devoir être face à quelque chose. Mais en tout cas, avec Défi Jeunes, pour Défi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité à devoir jouer. Pour Défi Jeunes, ça va être celle de proposer l'avenir, ça va être celle de proposer la suite de Défi Jeunes, d'avoir dans la suite de Défi, de pouvoir qu'elle soit à la fois ambitieuse et pragmatique, mais surtout qui va aborder, comme je l'ai dit, un esprit beaucoup plus démocrate, un esprit, en tout cas libéralisme, beaucoup plus progressiste. Mais là, autre chose, c'est qu'on parle du coup des personnes qui se dissocient un peu de leur président. Il a été réélu il y a 5 mois. Je pense qu'il a été réélu cet été avec 94-95% de voix. Il n'y avait aucun autre candidat. Je dis, OK, c'est bien, en fait. On voit en tout cas qu'il y a quand même une certaine distinction de discours au sein du MR et qu'il y a toujours cet électorat et ces personnes d'un libéralisme plus progressiste et qui disent non au populisme. Mais à un moment, eux, ils vont devoir faire un choix. Ils le feront eux-mêmes, je le blâmerai, enfin, je ne les blâme pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, de notre vision au niveau de la jeunesse, on va apporter des défis sur une place démocrate, sur une place libéralisme bien plus progressiste, même qu'on peut entendre, voilà, qu'on parle également des engagés, qui eux aussi, voilà, se tendent parfois vers la droite, vers ce que le MR peut dire ou non, ils se dissocient. On n'entend pas beaucoup de choses également de dire que voilà, ils ne se dissocient pas de ce que les MR peut dire. Pourtant, ils sont dans deux gouvernements avec eux. On ne voit pas vraiment qu'ils enfin, voilà, ils font la sourde oreille sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on veut amener, c'est qu'on va amener Défi sur un sujet beaucoup plus centriste. Et je pense que Défi va pouvoir être cette alternative. Mais elle va devoir passer par une révision. Et cette révision passera par la jeunesse. Et donc, oui, si certains jeunes commencent vraiment à ne plus se sentir allez, dans ce libéralisme que le MR propose, je suis persuadé que ce qu'on va amener dans ce que Défi va être, donc tu as un prochain nom ou autre, je pense que Défi va pouvoir être cette alternative dans le futur. On a 5 ans pour travailler. Et moi, mon nom paraît pas. Personnellement, je n'ai pas été candidat en octobre pour deux raisons. Un, pour finir mes études. Et deux, parce que j'ai envie de travailler sur le groupe. J'ai envie de travailler sur Défi. Et c'est pour ça que je me suis présenté en tant que président pour Défi Jeunes, car je veux mener cette jeunesse. Et je veux vraiment mener ce message de libéralisme progressiste et surtout d'un discours qui est beaucoup plus démocrate et qui respecte la démocratie. Et donc, Oui, est-ce que tu penses que Défi est un parti qui mise vraiment sur les jeunes, qui mise vraiment sur la jeunesse? Est-ce qu'elle fait assez? Elle a fait assez, je pense, en tout cas, il y a 10 ans, 10-15 ans, parce que là, maintenant, les nouvelles têtes de Défi, c'était la jeunesse d'il y a 10 ans. On parle de Sophie Roni, qui était membre Défi Jeunes depuis 2014. Nous avons Deborah Lorenzo, qui a été échevine qui était échevine à Scarbeck. Nous avons Mathieu Pilois, qui est maintenant, qui était le numéro 2 sur la liste Odergame, qui va être échevin à nouveau en nom de Défi à Odergame. Nous avons Amaury Alexandre, qui était un ancien, qui était député provincial à Namur. Tous ces jeunes-là étaient à ma place, étaient à la place d'autres jeunes il y a 10 ans. Et donc, eux, ils ont su amener en fait, ces générations-là. Et je suis persuadé que si notre génération, donc ma génération de 30, 16 ans, vont pouvoir être amenés et travailler ensemble en fait, avec la suite, avec la génération au-dessus de nous, on va pouvoir travailler ensemble. Sophie Roni et moi, on se connaît depuis maintenant, je pense, 6-7 ans. Je suis persuadé qu'on va pouvoir travailler main dans la main. Et elle croit en fait en cette jeunesse. Au lendemain des élections, on a eu un bureau politique. Le bureau politique était lourd et important. Mais en tout cas, moi, je suis ressorti de là, mais vraiment avec une animosité incroyable. J'avais peur de ressortir les pieds de plomb, en mode, oh purée, on est tous défaitistes. Non, clairement, j'ai pu amener un discours en disant, voilà, écoutez, vous pensez à la suite, mais la suite,
elle est plus loin, parce que le bureau de Défi Jeunes est un peu plus loin que chez Défi. On est là, on est à côté, la suite, c'est nous, et nous, on est motivés à bloc. Et quand j'entends justement d'autres jeunes qui sont prêts, qui sont motivés, je sais que la relève est là. Et je sais qu'en tout cas, que la suite de Défi n'est pas mort, parce que je sais clairement, il va juste renaître par autre chose, il va juste retravailler. Je pense qu'il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé et qu'il faut s'avouer clairement. Mais justement, apprenons de ça. Regardons en fait comment est-ce que les autres vont agir, parce que, comme on l'a dit au début de la question, des gens sont de plus en plus déçus de ce que certaines personnes du MR peuvent dire, et certains d'un libéralisme qui devient de plus en plus conservateur. Et il y a une place pour le libéralisme progressiste. Et je suis persuadé que c'est Défi qui peut l'amener, ou en tout cas le prochain. En parlant de ça, on a pu voir durant les élections que des filles commençaient une politique vraiment axée sur les jeunes. Par exemple, je prends l'exemple de Lamia, qui a été deuxième, si je ne dis pas de bêtises, sur, sur- Quatrième. quatrième, exactement. Par contre, elle était deuxième sur la liste à Anderlecht et elle Mhm, était quatrième à la liste fédérale bruxelloise derrière Michel Claes. mhm, ouais, exactement. Et sinon, enfin, c'est rare dans le monde politique de voir des jeunes aussi proches dans les listes. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous allez vraiment axer tout sur la jeunesse? Bah, un bête exemple, moi j'ai été élu il y a 2 ans président régional pour Défi et donc vice-président, et j'étais dans toutes les instances du parti. Je pense que j'étais le plus jeune vice-président d'un parti politique belge. Donc oui, clairement, Défi a toujours axé sa jeunesse. J'ai toujours été, en tout cas, quand j'ai envoyé ma candidature, j'ai reçu plein de messages de soutien, j'ai toujours été soutenu et en tout cas aiguillé parmi les, en tout cas, les membres plus anciens de Défi. Quand j'étais candidat, parce que voilà, la périphérie, c'est quand même un combat important pour la défense des francophones, etc., qui bah, de base est animé par la volonté de la démocratie. C'était quand même un bastion important. Et me donner cette confiance et me dire, voilà, écoutez, bah, d'autres candidats ont dit, bah, écoute, tu y vas, et ben, on vient avec toi. On va pas avoir plusieurs candidats, on va former une équipe, tu vas y aller, on te soutient. Et juste se dire qu'un parti s'est dit, OK, on va mettre un gamin, parce que j'étais vraiment, en politique, j'étais vraiment un gamin. En 2 ans, j'ai pris beaucoup, j'ai appris beaucoup, mais mettre quelqu'un de 23 ans qui est juste conseiller communal, vice-président d'un parti, du coup, ben, qui a accès à toutes les instances et qui veut genre vraiment prendre des décisions importantes et être actif en tout cas au sein de Défi et pas juste au sein de Défi Jeunes, ça a été vraiment pas un changement, mais ça a vraiment apporté une nouvelle fibre. Et d'autres jeunes au sein de Défi ont dit, OK, d'accord, mais si Max a su y arriver, bah, moi aussi je vais y aller, go, on va se présenter, go, on va monter. Et là, on a quand même plusieurs jeunes qui ont été têtes de liste aux élections communales et on leur a donné la confiance. Lamia était candidate numéro 2, le numéro 1, c'était Kevin Charlier, qui est aussi membre des Filles Jeunes. On avait encore Alexandra Philippe, qui était également candidate à XL. Nous avions également, bah, à Waterloo, on avait Sébastien Willems, qui est lui vice-président provincial de Brabant Wallon, qui a mené une liste à Waterloo où ils ont réussi à décrocher 4 sièges, alors que c'était une nouvelle liste. Il y a vraiment en fait cette confiance qui est attribuée à la jeunesse et surtout qui n'est pas bon, ben, nous on veut garder nos sièges, partez, non. Il y a vraiment cette volonté de vouloir accompagner et d'aiguiller en fait cette jeunesse. Et parce que, bon, on se montre et on est motivé, et parce qu'on est porté par d'autres aussi. François de Smet et Sophie Rony voulaient à tout prix, dans le top 5 fédéral à Bruxelles, une jeune, une jeune où on voulait vraiment que la jeunesse soit représentée et soit mise en avant. Quand j'en discutais avec François de Smet, il m'a dit, écoute, je te promets, il y aura des jeunes dans le top 20 à Bruxelles, il y aura des jeunes dans le top 5, il y aura en tout cas la place pour une personne jeune dans le top 5 bruxellois fédéral. Et il y aura également des jeunes dans d'autres sections, d'autres listes, d'autres listes en Wallonie. Et puis, moi également, j'ai été mis candidat tête de liste aux élections régionales dans le Brabant flamand sous la bannière UF. Et donc, François de Smet a dû, quand même, pas négocier, mais a dû voilà, me porter en disant aux autres partis, on a confiance en lui, on va aller. Il m'a amené face à Sophie Wilmès, où on a discuté pour que je lui montre mes idées, etc. Et j'ai été accepté même par les autres partis parce que j'étais amené, parce que j'étais défendu par des filles. Et clairement, cette jeunesse est mise en avant. Elle n'est pas mise sur le bas-côté. Et je pense que là maintenant, malheureusement, nous avons subi une défaite, mais cette jeunesse est toujours motivée et je pense qu'elle sera soutenue à reprendre la suite pour les prochaines années. On a pu voir un changement aussi chez les filles à la présidence. Est-ce que ça veut dire un renouveau? Parce que je me souviens de la vidéo de votre présidente où elle expliquait que Défi a certes perdu, mais c'est un renouveau. Les choses vont changer, mais qu'est-ce qui va vraiment changer? Est-ce que
je vois certains dire que, par exemple, quand c'est une femme qui est présidente de parti, le féminisme est beaucoup plus mis en avant, l'égalité entre les femmes et les hommes est aussi mis en avant. Est-ce que chez des filles, ces changements vont être apportés? Qu'est-ce qui va vraiment changer avec la nouvelle présidente? Ben, il y aura évidemment le fait d'avoir une femme présidente, ça permet en tout cas de pouvoir mettre en avant, évidemment, le combat du féminisme. Surtout que jusqu'à il y a encore quelques jours, Sophie est également la présidente du Conseil francophone, du Conseil des femmes francophones. Donc oui, c'est l'un de ses combats importants et c'est ce qu'elle va vouloir mettre en avant. Et je pense que c'est également une bonne chose. Donc ça, c'est sur la partie féminisme. Sur la partie renouveau, en fait, du parti, Sophie, elle connaît bien le parti. Elle l'a depuis quand même plus de 10 ans. Elle a été attachée parlementaire d'Olivier Minguin quand lui était député fédéral. Elle a été notre députée avec François de Smet au fédéral ces 5 dernières années. Elle a été nommée la députée la plus active. Donc, elle a acquis dans son travail, elle le fait bien, elle connaît ses dossiers, et donc clairement, elle va pouvoir amener en fait ce changement. Mais ce changement, elle ne pourra pas le faire seule. Et c'est là où justement on va falloir accompagner et se tendre vers qu'est-ce qu'on va prendre. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Où était notre programme ou pourquoi ça n'a pas été assez entendu? J'ai déjà mes petites idées et j'ai déjà un peu un travail là-dessus. Mais en tout cas, la suite va être amenée par Sophie en tant que présidente parce que la réélection les élections internes prochaines ont lieu dans 2 ans et puis on est élu pour 4 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle se représentera sûrement, sûrement, je sais pas même, je pense que quand même elle va se représenter. En tout cas, moi, je la soutiendrai pour ça. Et je pense qu'elle va pouvoir amener, mais avec qui? C'est ça la question. Et c'est pour ça que justement, nous, en tout cas, et j'ai déjà envoyé le message, et on a des réunions prochainement, pour comment est-ce qu'avec la jeunesse, on peut vous aider. Parce qu'il y a d'autres inquiétudes sur des filles, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Il y a une assurance d'abord sur les questions financières, sur les questions justement de l'administration. Et d'un côté, il y a l'aspect politique. Et comment est-ce qu'on peut s'entraider? Comment est-ce qu'on peut amener et continuer à faire exister des filles? Parce que, comme je l'ai dit, il y a la place pour ce libéralisme progressiste parce qu'on le voit que d'autres sont déçus par le libéralisme conservateur. Et cette place va être prise par des filles, j'en suis persuadé. Donc, le changement, il y en aura un, j'en suis persuadé. Je pense qu'il faut justement changer des stratégies. Je pense qu'il faut changer également peut-être une façon d'aborder peut-être notre programme surtout, je pense, ça va être ce qu'on va mettre en avant et ce qui vont être nos priorités. Et je pense que quand ça, ce sera justement mis sur place, qu'on pourra justement annoncer le changement, qu'on pourra justement aller de l'avant, comme ce qu'on fait un peu le CDH avec Slash vers les engagés il y a quelques temps qui, eux, l'auront réussi. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que par exemple, des filles pourraient changer de nom? Écoute, tout est possible, hein. Franchement, je pense, en tout cas, à titre personnel, un changement de nom, oui. Je pense que parce que des filles démocrates, fédéralistes, indépendants, les gens ne s'y retrouvent peut-être pas ou ne comprennent pas ce que Défi veut représenter. Mais oui, honnêtement, voilà, Sophie Rohoni l'a mentionné, un changement de nom est possible, un changement de couleur, enfin, voilà, changement de direction de communication, oui, c'est envisagé. Je pense que là, la première réponse, c'est, les premiers pas qu'on va faire maintenant, ça va être surtout de analyse et travail de rétrospection sur les élections et sur voilà, un plan économique. Et ensuite, on pourra commencer à débattre et à travailler sur le nouveau nom, sur est-ce qu'on change de nom, est-ce qu'on change de couleur. Ça va être des débats qui vont avoir lieu dans quelques mois. Là, maintenant, moi, j'ai mes idées, mais et j'en parlerai dans les différents conseils généraux, parce qu'en tant que président, même si je suis plus mandataire, en tant que président de Diffusion, je suis invité aux conseils généraux. Voilà, tout peut, vraiment, toutes les directions sont encore possibles. On attend juste de voir et de voir quelle est la direction qui va être prise, parce que ça va être voté par les militants. Comme par exemple, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, quand FDF avait décidé de quitter le MR de l'époque, ça a été fait en conseil généraux, c'était fait à l'unanimité. On l'a fait voter par les militants et par les membres. C'est eux qui décident et c'est la direction du parfum. C'est le conseil général qui va décider de quelle direction on va prendre. Et ça se fera sous Sophie Roni, elle va amener ce changement et j'ai vraiment foi en ce qu'elle peut amener. Est-ce que tu penserais pas que, contrairement justement aux engagés qui, je pense, voulaient changer d'identité, des filles, vous devriez plutôt peut-être vous la trouver, l'identité, parce que j'ai l'impression comme si des filles, malheureusement, peut-être qu'on connaît pas vraiment vos revendications, ce que vous défendez. Bon, alors, on sait que vous défendez du coup les francophones, mais voilà, il y a aussi le fait que la communication n'est pas forcément au point, ce qui fait que on ne sait pas trop toujours
ce que vous défendez et qui vous défendez, même si, bon, en soi, tout parti politique est censé défendre tout le monde, mais bon. Du coup, voilà, est-ce que tu penses que au lieu de changer d'identité à défi, vous auriez plutôt besoin d'en trouver une? Mais je pense que l'identité précédente de Défi qui était FDF, Front des francophones, le nom était clair. C'est par Défi que les gens s'y perdent un peu, de voir et dans mon analyse, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, aux élections communales, Défi a également pris une défaite. C'était la question de, en fait, à quoi ça sert de voter Défi? Défi défend quoi? Et c'est un peu ce que tu dis maintenant. Et donc, par la question de, je pense pas qu'on va genre vraiment changer de tout au tout, quoi. Comme CDA, comme le CDH qui était pour chrétiens, démocrates et humanistes, à partir vers engagés, je pense qu'on va repartir sur une base qui va être sur la base de notre engagement, sur la direction qu'on va prendre via en fait nos actions, comprendre quelles vont être les actions qu'on va vouloir mener, quel programme est-ce qu'on va vouloir défendre, quelles priorités on va vouloir mettre en place. Et c'est via ça, parce que voilà, dans les idées qu'on peut amener, Défi reste un parti qui est quand même assez démocrate, qui apporte un libéralisme social. Est-ce que ça va partir vers une tendance vers, vers des noms qui seront similaires? Je pense que l'important, c'est de retrouver l'âme en fait du combat de Défi, l'âme en fait de notre programme, de repartir là-dessus et surtout de repartir sur une direction qui, va être plus explicite auprès des citoyens, qui va être mieux perçue, qui va être mieux comprise et que surtout, au niveau de personnel, enfin, au niveau de Défi, de la communication, de pouvoir réaborder une façon qui soit plus claire et aussi d'autres moins clivantes. Parce qu'il voilà, faut pas noter, enfin, il faut aussi savoir que les actualités de défis qui étaient juste avant les élections n'ont évidemment pas aidé Défi dans les élections, dans le score des résultats. On l'a vu, la conséquence de ces actions dans les résultats des différentes élections. On l'a vu aux élections, parce que avant les histoires entre les anciens présidents, on voyait très bien que les sondages des défis étaient bons et ils ont continué à diminuer de plus en plus. Donc je pense que là, il y a un travail à refaire sur la question de l'entente interne, la question justement sur ces histoires-là et de vouloir retravailler sur autre chose et de pouvoir vraiment rebâtir pas vraiment, je pense qu'il faut surtout recentrer sur ce qui nous anime, qu'est-ce qui anime de plus de base, quelle est la valeur la plus importante chez Défi et repartir là-dessus et surtout partir sur cette identité-là parce que Défi, c'est chercher une identité plus libérale, sociale en abordant d'autres thèmes que la défense des francophones, même si c'est un combat important, mais à nouveau, la défense des francophones est animée par la volonté de vouloir respecter la démocratie. Donc, partir sur un esprit qui est plus démocrate et repartir justement sur cette identité-là. On va voir. Seul le futur, voilà, on verra bien ce que le futur nous dit. Et surtout que, je me dis en vrai, enfin voilà, à la base Défi, c'est la défense des francophones, mais en même temps, à Bruxelles, est-ce qu'on a vraiment besoin de défendre les francophones peut-être? Donc voilà, c'est ça que je Je me pose pense comme pas, question, si je oui, pense pas au vas-y. niveau de Bruxelles. Au niveau de Bruxelles, peut-être non. Mais en tout cas, en termes de région à part entière, oui. Que ce soit par exemple sur des questions qui touchent Bruxelles, qui est une région à part entière, mérite d'être défendue. Et je pense que ça, c'est ce que le FDF a toujours fait, même en périphérie bruxelloise. C'est parce qu'en fait, on voit très bien que, vu que Bruxelles est enclavée en Flandre, on voit que Bruxelles en fait, est en train vraiment de subir des conséquences de mauvaise gestion, ou en tout cas peut-être de certains pièges qui est mis en place par la direction, ou en tout cas par les dirigeants flamands. On peut donner différents exemples. Le survol de Bruxelles, les suppressions de plus en plus d'accès au ring de Bruxelles, et le meilleur, c'est le carrefour Léonard. On voit vraiment que ça a été bloqué et que le ministre avait répondu: ah oui, j'avais pas pensé à ça. C'est ton taf, quoi. Et donc, clairement, je pense que Bruxelles mérite d'avoir des réels défenseurs et surtout qu'ils le font également au niveau fédéral. Donc, même si on n'a jamais eu 10 députés ou voilà, même plus de 5 députés au fédéral, nous avons toujours des porte-voix qui viennent défendre Bruxelles sur des sujets fédéraux. Et c'est ça surtout qui est important et qui était en tout cas qui a été amené jusqu'à maintenant, et François Dessuet le fait encore en tant que député fédéral, de pouvoir animer des débats et d'apporter des sujets qui touchent Bruxelles. Parce que le truc, c'est que les autres partis qui ont également une connotation plus wallonne, même si Défi, c'était quand même de s'implanter en Wallonie, et on y arrive, on a quand même des échevins, et on a quand même des conseillers provinciaux, on a même encore avant un député provincial. Vu qu'eux sont en négociation avec d'autres partis flamands, et ben en fait, Bruxelles, c'est un peu en mode, ouais, mais au fédéral, on oublie un peu, genre on fait pas trop attention, alors qu'il faut vraiment des personnes qui défendent Bruxelles, en tout cas au niveau fédéral, et d'amener également d'autres sujets. Donc je pense que sur la défense des francophones, oui, c'était important, mais
ce qui anime, ce qui anime ce qui a animé le FDF, ce qui anime Défi et ce qui va animer la suite, il y a une question de Bruxelles, ça évidemment, mais ça va être amené, il y aura d'autres sujets qui vont être également amenés. Donc oui, il y aura toujours ce sujet qui vont être abordés. J'aurais une question d'ailleurs par rapport aux prochaines, aux prochaines élections par rapport à Défi. Est-ce que tu penses Élection que interne ou élection genre 2029-2030? 2029-2030, Ouais. on a vu une sorte d'union des gauches à Mons, par exemple, où pour la première fois de l'histoire, le PTB monte dans un conseil, enfin, dans, Dans un conseil dans, communal? ouais, dans un conseil communal, enfin, dans un accord Une majorité communal. communale, ouais. Ouais, une majorité communale. D'ailleurs, j'aurai la chance d'interviewer mardi la première échevine euh, du PTB en Wallonie. On voit une sorte de normalisation des relations avec le PTB. Mhm. Est-ce que tu penses que cette normalisation est dangereuse ou pas? Et quand, par exemple, c'est de la même question. Et quand, par exemple, tu vois que Aninov, par exemple, le Belang, a réussi à être, pour la première Majorité fois, absolue, ouais. ouais, depuis la première fois depuis 1900, enfin, la fin de la Seconde Guerre mondiale, quoi, une majorité absolue, et que dans d'autres villes, je ne me rappelle plus des noms, il y a des anciens libéraux qui ont été écartés de leur parti politique. Je pense que c'est CDNV et Open Et Open VLD, VLD. ouais, qui ont fait Ouais, alliance avec c'était à Reims. Arends, exactement. Est-ce que tu penses que c'est dangereux pour notre Belgique, ou est-ce que tu penses que, par exemple, le PTB est d'extrême gauche, mais que l'extrême droite est beaucoup plus dangereuse? Quelle est ton opinion par rapport à cette normalisation des extrêmes en Belgique, en tout cas? Et ben en fait, nous, justement, Défi Jeunes, on est sorti dessus début de semaine. On a fait un Mhm. post en disant que, voilà, nous, Défi Jeunes, on ne veut pas banaliser toute alliance avec peu importe les extrêmes. Une alliance Mhm. avec extrême, que ce soit la gauche ou la droite, c'est non. Et on a quand même pas mal de réactions en dessous, en commentaire, etc. Et en fait, j'y vois vraiment, donc il y avait des personnalités du PS, des personnalités, des anciens candidats écolos, qui justement banalisaient un peu cet acte-là. Le danger n'est pas perçu de la même façon et surtout n'est pas sur les mêmes points. L'extrême droite, oui, est évidemment dangereuse parce que elle est dangereuse sur les questions, sur l'importation de la haine, de la discrimination et tout ce qu'ils apportent justement sur ces sujets-là, sur les sujets qui sont plus sociaux en politique. Là, c'est vraiment bien perçu. On le réalise bien parce qu'il y a l'antécédent qui est, il n'y a pas si longtemps, qui est du siècle dernier, où justement l'extrême droite était un réel danger. En nom des jeunes et pour moi également, je pense qu'il y a surtout un danger de la banalisation de l'extrême gauche. L'un des commentaires disait oui, non, on ne peut pas être trop pour l'écologie, trop pour la justice sociale. Ce n'est pas une question de. Le danger du PTB n'est pas sur les questions sociales. Le danger du PTB peut vraiment être sur les questions qui sont plus économiques parce qu'ils ont vraiment dans leur programme une volonté plus d'être interventionnistes et parce que voilà, par leur courant marxiste et proche du communisme, on voit que quand même sur les idéologies économiques et les interventionnistes qu'ils veulent faire dans l'État, c'est là où ils sont en danger. Donc sur les questions sociales, c'est pas là le problème. Et j'entends quand même dans les différentes personnalités de gauche, qui disent qu'ils ne sont pas comparables. Oui, ok, ils ne sont pas comparables sur les mêmes idéologies, sur les questions sociales, la justice sociale, l'intégration, la haine, la discrimination. Évidemment qu'ils ne sont pas similaires. Il faut un peu quand même de bonne foi intellectuelle en disant que les deux ont des dangers parce que les deux ont eu, que ce soit le fascisme, l'extrémisme et le communisme, tous les deux ont dans l'histoire formé quand même des entités politiques dangereuses. L'URSS, qui était vraiment une dictature communiste, des gens, genre, dans ma famille, des connaissances qui viennent de la famille de l'Est et qui ont connu en fait cette personnalité-là, voilà, des grands-parents, d'amis à qui j'ai pu parler, qui eux, ils ont fui la guerre de là-bas. Ils ont fui la guerre, justement, ils ont fui les tensions, enfin, la guerre, ils ont fui les tensions du communisme et voir en fait le PTB qui est maintenant banalisé ici en Belgique, c'est un réel danger, mais juste à des niveaux différents. Et donc,
banaliser le fait que oui, non, mais la comparaison ne se fait pas, oui, mais elle ne se fait pas à même niveau, et ça, il faut réaliser. Ça, il faut comprendre que c'est juste que c'est des dangers différents. L'un sur les questions sociales, et du coup, sur les questions d'intégration, de discrimination, de haine et de racisme, et l'autre sur les questions justement d'interventionnisme au sein de l'État, et surtout dans la démocratie qu'on peut avoir, parce que, un bête exemple, pourquoi est-ce que je suis vraiment très curieux de savoir pourquoi est-ce que le PTB n'a pas reconnu le génocide des Ouïghours en Chine. Mais bizarrement, quand c'est une autre minorité musulmane qui est dénoncée, enfin, qui est du coup attaquée en Palestine, là, il n'y a aucun problème pour le faire. Mais quand c'est un gouvernement communiste, là, bizarrement, là, ils n'arrivent pas à dire quelque chose. Et donc, justement, quand ils vaguent un peu justement sur cette représentation-là, apparemment, une minorité musulmane n'est pas la même que l'autre. C'est là où on peut se poser la question. C'est là où on pose justement leur danger, c'est que ou sur leurs intérêts ou sur leur discours. Il ne faut vraiment pas la baliser. Pour nous, c'est vraiment un réel danger. En Flandre, parce que l'extrême droite monte au pouvoir dans une certaine majorité. Et au PTB, c'est qu'il y a une question qui s'était posée, c'est que est-ce que le fait que maintenant l'extrême droite monte et le PTB monte, est-ce qu'ils vont pouvoir céder tous les deux? Je ne l'espère pas, mais j'en ai vraiment peur. Et je pense qu'il est vraiment important que les différents partis démocratiques se mettent d'accord sur justement ne pas vouloir gouverner avec eux. Des FIP, Division par exemple, pour la mise en place d'un cordon sanitaire sur les deux. On ne souhaite pas gouverner avec eux, tout simplement parce que c'est des idées extrémistes, que ce soit justement sur les idées sociales et sur les idées économiques. Tous les deux représentent un danger. C'est juste qu'on ne peut pas on peut pas les comparer sur les mêmes idéologies parce qu'elles ne sont pas comparables, c'est deux choses complètement différentes. Donc oui, pour moi, ça forme un danger. Moi, je pense que ma dernière question, penses-tu que la Belgique va devenir comme la France dans le sens où tu as une grande extrême droite qui est aux portes du pouvoir et qui joue un peu avec les institutions. Tu as une extrême gauche qui est dans une union des gauches, du coup le NFP. Est-ce que tu penses que la Belgique, qui a, on va se le dire, un peu toujours suivi les tendances françaises plus que, plus que celles que du Pays-Bas ou même de l'Allemagne, est-ce que tu penses que cette Belgique-là pourrait venir où il y aurait un énorme problème institutionnel, où il y aurait eu besoin de tout changer, parce que ce serait impossible quoi, de gouverner, de gouverner, oui. En fait, on peut dire de gouverner la Belgique actuelle, quoi. Pour moi, non. Un, concernant l'extrême droite, tout simplement parce qu'il y a la mise en place du cordon sanitaire, contrairement à la France. C'est justement, on a encore pu le voir, l'étonnement d'une chroniqueuse de TPMP qui avait été à Ouais. l'N24. Voilà, en Belgique, il y a le cordon sanitaire, on ne communique pas avec l'extrême droite. Et je suis d'ailleurs quand même j'ai vraiment été fier des partis démocratiques flamands, donc que ce soit le CDNV et le PNVLD, qui, dès qu'à Reims, il y a eu la majorité avec le Vlaams Belang, ils les ont jetés du parti. Ça a envoyé un message fort. Et ça, c'est ce genre de message qu'on attend des partis démocratiques. C'est que les alliances avec les extrêmes, c'est non. Donc là, en tout cas, avec l'extrême droite, c'est non. Et donc, ce message-là, quand j'ai vu ça, j'ai eu foi. Je me suis dit, OK, avec l'extrême droite, on y arrivera. On n'y aura pas. Soit ils l'auront par la majorité absolue, mais à part dans les localités parce que voilà, la liste à Ninove, c'est pas une liste au nom de Vlaams Belang, c'est un liste qui a un autre nom, mais qui est animé, ou en tout cas, les candidats sont du Vlaams Belang. Mais je pense que, sauf dans des localités, en termes de pouvoir, du coup, au niveau régional et fédéral, il n'y aura pas de gouvernement, en tout cas avec l'extrême droite, dû à ça. Parce que je suis persuadé que les partis démocratiques vont continuer à envoyer ce message fort de ne pas s'associer avec eux. Même si, on l'a connu pendant la campagne, qu'il y avait un peu ce doute avec la NVA, oui, non, vont-ils s'associer avec le Vlaams Belang ou le gouvernement flamand? Là, maintenant, pour les 5 prochaines années, ils ne vont pas le faire. J'espère vraiment que la NVA ne va pas jouer à ce jeu-là. Je ne le pense pas parce que ça veut dire qu'ils vont vraiment. Si la NVA se met avec le Vlaams Belang au niveau de la Flandre, ils se grillent au fédéral. Plus jamais aucun autre parti démocratique se mettra avec eux. Que ce soit le MR engagé, aucun se mettra avec eux. Concernant l'extrême gauche, c'est là où on va pouvoir en fait voir un danger. C'est là où ça risque en fait de pouvoir l'avoir. Et contrairement, par exemple, tu faisais le parallèle avec la France. En France, LFI n'est pas vu comme un parti d'extrême gauche. C'est vu comme un parti comme de gauche radicale ou de bloc de gauche. En... Donc là, c'est parce que le Conseil d'État avait statué sur la position des différents partis. Donc LFI n'est pas vu comme un parti d'extrême gauche, contrairement où justement en Belgique, il y a un peu ce doute-là parce qu'on ne sait pas. PTB n'est pas clairement mis comme parti extrême gauche ou gauche radicale.
se joue vraiment sur des mots. Il y en a qui disent que c'est parce que dès qu'il y a une volonté de détruire le capitalisme, alors on est d'extrême gauche. Voilà. En tout cas, personnellement, moi, je qualifie le PTB comme extrême gauche. Oui, là, il y a un risque parce on va voir dans une des grandes, quand même, une des grandes communes de la Wallonie, comment est-ce qu'ils vont gérer, comment est-ce que Mons va être géré? Est-ce qu'ils vont avoir un bon bilan? Est-ce que ça va inviter les autres communes à intégrer le PTB également? Et il y a une autre question que moi j'ai peur, c'est que qu'est-ce qu'ils vont faire à Bruxelles? Parce que je voyais déjà le MR dire, bah alors on enlève le PS des majorités provinciales à Liège et dans le Hainaut. Est-ce que le PS, en contrepartie, ne pas vouloir réagir en disant, bah écoutez, alors nous, à la région bruxelloise, on se met avec le PS, on se met avec, on fait PS, écolo, PTB. Qu'est-ce qui va être fait? C'est justement là où il y a un appel à faire au Parti démocratique. C'est de vraiment faire attention à ce qui agit parce que surtout, et la façon dont ils communiquent, clairement, je pense que si d'un côté, le MR pouvait se calmer dans leurs attaques continuelles, que ce soit par coup de tweet ou autre, je pense que d'un autre côté, le PS serait plus apte d'avoir travaillé avec eux, que ce soit par exemple, genre, si imaginons Mons en mieux, la campagne à Mons n'avait pas été aussi clivante et aussi archaïque et vraiment destructrice, on aurait pu peut-être avoir une majorité où le Mons en mieux aurait pu revenir au pouvoir et voir comment ils agissent à Scarbeck, parce que à Scarbeck également, à nouveau, on ne sait pas qui va être la majorité. Est-ce qu'ils vont à nouveau accepter, comme le risque à Molenbeek, à Forêt et sur Scarbeck, d'avoir des majorités PS, PTB, écolo? Donc on risque de connaître ça également à Bruxelles. Donc oui, pour moi, il y a vraiment, concernant la gauche, un bloc qui peut se former. Mais moi, ce que je le sens et ce qui va être arrivé, c'est que de plus en plus de gens, des électeurs du PS, étaient déjà déçus d'eux. Écolo également mauvaise posture, qui doivent également se reformer sur leurs idées. Mais maintenant que le PTB est rentré dans une majorité, la seule carte que le PS pouvait jouer, c'est que PTB ne montrerait jamais dans une majorité. Ce n'est pas un vote utile, votez pour nous. Nous sommes aussi un parti de gauche. C'est la seule carte qu'il pouvait jouer. Là, maintenant, quelle va être la différence entre le PS et le PTB? Est-ce que maintenant que le PTB est enfin monté dans une majorité, les gens vont se dire, alors à quoi ça de faire voter pour l'un ou pour l'autre? Parce que les plus grandes gueules qui se font plus entendre, c'était quand même le PTB. N'oublions pas que quand même que Paul Magnette avait traité le PTB des couillons. Donc là maintenant, le PS montois s'est mis avec les couillons montois. Donc c'est un peu, voilà, à quoi est-ce qu'ils jouent clairement? Comment est-ce qu'ils vont vouloir jouer maintenant entre eux? Parce qu'ils s'insultent, c'était la seule carte qu'ils pouvaient jouer. Qu'est-ce que le PS va devenir? Parce qu'ils étaient déjà en perte également sur la Wallonie, ils ont perdu quand même pas mal de fiefs. Quelle est la carte qui vont pouvoir être face à eux? Et surtout, dans les prochaines majorités, et c'est ce que j'invite quand même les partis où le PTB va monter dans les majorités, les partis de l'opposition, dans 6 ans, de pouvoir pas faire passer de pouvoir en tout cas avoir un travail de rédemption et de dire, OK, d'accord, vous avez voulu gérer avec le PTB, mais de ne pas vouloir à tout prix supprimer les partis qui ont fait des associations avec eux. Parce que imaginons, prenons le cas de Mons. Là, maintenant, il va y avoir une opposition de béton avec Mons en mieux, avec GLB qui va du coup porter l'opposition. Il ne pourra pas faire une majorité absolue. Il ne pourra pas. Est-ce qu'il aura l'occasion de faire une majorité Mons en mieux engagée? Je pense pas. Il sera obligé de se réassocier, soit avec Écolo, soit avec PS, ou soit si les engagés arrivent à prendre d'autres voies. Mais est-ce qu'il va vouloir faire une opposition tellement destructrice qu'ils vont juste casser tous les liens et il n'y aura plus de possibilité de retour en arrière? Ou justement, elle sera tellement destructrice que ça va continuer comme ça et le PTB va rester au pouvoir. Et ça, c'est les inquiétudes, et ça, c'est le travail qu'il y aura à faire pendant les 6 prochaines années. Donc, en conclusion, extrême droite, pour moi, impossible, sauf par les majorités absolues. Mais concernant les localités et dans 5-6 ans, le PTB, oui, il y a la possibilité d'un bloc de gauche. Mais voilà, à quel prix? C'est ça qu'il faut se poser. Ok, parfait. Moi, je n'ai plus de questions. Noah, peut-être? Moi non plus. Bah, merci, en tout cas, merci Maxime hein, pour Merci à cette vous. interview. Merci Jérémy de m'y avoir convié, c'était un plaisir. Merci vraiment à vous deux d'avoir participé à ma première interview. Ça sera la première. La seconde sera du coup avec, comme j'ai dit, les chevines à Mons du PTB. Il y aura peut-être d'autres interviews. Maxime, j'espère te voir plus dans les interviews Ah, mais aussi. ce sera avec plaisir, franchement, c'est quand Noah, tu veux. pareil, hein, parce Toujours un plaisir que de voir.
Je sais que sur Internet, il y a des gens qui me disent, ouais, est-ce qu'il y a une rivalité entre Askip et... Non. Il Oui, n'y on a se pas de déteste, tu sais. rivalité. Pas de Mais on se rivalité. déteste, ils savent pas, ils Ouais, savent pas, on se déteste pourtant, ouais, non? voilà. On se hait, on se hait, Qu'est-ce c'est qui est ça. mieux, jette ou qui vise? Ah, Bon, écoute, tu la bises, il y question se a pose jette, pas, vraiment. jette, je suis désolé, c'est Je quelque chose pense de vieux. que à partir du moment où on sort de Bruxelles, il parlait de défendre des Bruxellois. Je suis désolé, c'est dans le thème. Voilà, faut Ah ouais, défendre les ouais. Bruxellois. Ah bah Et oui, ah bah tu voilà, connais. voilà, voilà. Le populisme. Laisse tomber. Ah là En tout là. cas, merci beaucoup, Maxime et Merci à vous deux, Noah. c'était vraiment chouette. Merci Jérémy, merci Et Maxime aussi. j'espère vous voir bientôt. Voilà. Ouais, Allez, de même. super. Allez, ciao ciao. Ciao.